Mais arnaquer quoi en fait? Parce que je vends rien moi aux gens. Les gens ils se demandent en fait, est-ce que les histoires elles sont inventées ou pas, tu vois. Vous vous rendez compte que le Yakuza, qui est donc l'histoire qui a marqué les gens, c'est la seule histoire que j'ai pas racontée. La fin de l'histoire des Yakuza alors, qu'est-ce qui a été simplifié? Je vous le donne en exclu. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle édition d'Esprit Entrepreneur. Aujourd'hui, nous accueillons Oussama Ammar. Oussama, c'est quelqu'un qui est notamment connu pour avoir cofondé The Family, qui est un des plus gros incubateurs startup français. Et c'est vrai qu'à The Family, j'ai passé ma vie à recevoir tout le venant et lui donner des conseils. Étant un entrepreneur aguerri, Oussama a également accompagné de nombreuses startups à exploser, notamment grâce à la qualité de ses conseils et grâce à un franc-parler à toute épreuve. Littéralement, tu vends de la prostitution, tu vends ton temps. Dans cette édition, Oussama vous révèle certains de ses secrets et ses projets futurs en exclusivité. Je suis actionnaire du plus gros concurrent de Vision Pro dans le monde, qui est une boîte qui est secrète, qui n'a pas encore sorti son casque. Sachez également qu'à partir de maintenant, vous allez retrouver tous les épisodes d'Esprit Entrepreneur sur vos plateformes de podcast préférées. Oussama Ammar, c'est maintenant et c'est sur Esprit Entrepreneur. C'est quelle année pour toi? Depuis quelle année je suis sur YouTube? The Family? Ouais. Alors écoute, donc moi j'ai 22 ans et Justement, c'est ça qui m'a... et je dirais 2015 ou 2016. Et ma première vidéo, c'est 2011. Ouais, D'accord. Ouais. En fait, t'es un vrai youtubeur exquisite quoi. En fait, on est dans ce niveau-là. Non mais... Et en fait, j'ai ma chaîne YouTube. Donc ma première vidéo YouTube, c'est 2011. Et j'ai ma propre chaîne YouTube depuis 4 mois. 5 mois. Ouais, j'ai regardé, c'est là où tu as fait notamment un nouveau format de Better Call Ous, Ouais. et où tu filmes, et là où Ouais. tu donnes les conseils et tout. Et j'ai vu la publication LinkedIn du monteur vidéo qui Ouais. s'est occupé de monter l'épisode, Ouais. où apparemment il avait fait une première version, et vous lui avez dit, bon les gars, je suis désolé, mais on n'accroche pas du tout, refais un deuxième truc. Là, j'ai dit Fast Tour commence. Ouais. Ah ouais, bah oui, Le montage, je trouve que ça se rattrape pas. Soit tu l'ajustes, soit vaut mieux dire à un type efface. Parce que sinon, il va passer des heures et des heures à essayer de rattraper, c'est trop compliqué. Ouais. Tu effaces tout, tu recommences. Bah, bonne philosophie de montage hein, en soi. Parlons peut-être un petit peu de justement Better Call Ous. Ouais. T'en es où toi par rapport à, justement à ce projet en ce moment? Parce que du coup, de ce que j'ai lu Ce ou compris, ce projet, ce qui projet existe de longtemps. non, ouais, bien bon, sûr. bon, Non mais je veux dire de cette activité. Dans le sens où j'ai cru comprendre que du coup là tu mettais un petit peu en stand-by jusqu'à octobre. Non, mais j'ai juste comment pris ça des se... vacances, c'est tout. Non, mais Better Call Ous, c'est pas un projet, c'est pas un business. C'est un truc que j'ai démarré à un moment très particulier. Quand j'ai quitté The Family, je me suis fait harceler par une sorte d'héritage de l'époque The Family, de gens qui voulaient mes conseils. Et c'est vrai qu'à The Family, j'ai passé ma vie à recevoir tout le venant et lui donner des conseils. Et autant quand j'étais à The Family, le faire, ça faisait partie de mon boulot, j'étais payé pour ça, donc j'étais même bien payé pour ça. Ça ne me dérangeait pas de faire des rendez-vous gratuits. Et donc ce qui était un truc de pur alignement d'intérêt est devenu un poison dans ma vie. Parce que d'un seul coup, il y a la demande, il y a la communauté, les gens, tu les as habitués à du gratuit pendant des années et à être rendus disponibles, et d'un seul coup, tu disparais de la surface et en fait, les gens le vivent mal. Et donc, je me suis dit, comment je peux rester connecté à ma communauté, continuer à avoir ce plaisir que j'ai de rencontrer des gens au hasard, sans les filtrer, sans les sélectionner, et juste truc, et leur apporter un peu de conseils. Et moi, je sais que je suis, en fait, pourquoi ça dure que 30 minutes? Parce qu'en fait, 99% de mes rendez-vous, au-delà de 30 minutes, ils ne servent à rien. C'est très rare que j'ai besoin de plus de 30 minutes. Et en fait, la vérité, c'est que quand j'ai vraiment besoin de plus de 30 minutes, en fait, j'offre un autre call gratuit ou machin. J'aime pas ne pas résoudre le problème, donc en général, j'essaye de... Tu considères vraiment ça en fait comme un défi, comme un jeu quoi. Ouais, exactement. C'est un jeu un peu quotidien. Et donc, je me suis dit, je peux le faire 2 heures par jour. Ça me fait de 4 personnes tous les jours. Et bah, ça me fait 896 personnes par an. D'accord. Et 896 personnes par an, c'est un beau vivier humain, en fait. Et alors, il y a 2 choses auxquelles je ne m'attendais pas. Un, la qualité des rendez-vous est x10 des rendez-vous gratuits. Un mec qui paye 300 € pour 30 minutes, il vient. N'en déplaise à tous les gens qui ne m'aiment pas, je pourrais le vendre 400, 500, 600, 700, 800, 1000 € les 30 minutes. J'aurais exactement le même remplissage, mais je n'aurais pas le même public. Et donc 300 €, j'ai fait des tests à 200, c'est trop compliqué. Je fais des tests à 400, c'est différent. 300, c'est à peu près le bon public, à 80-20.
Il y a de temps en temps un cinglé ou deux qui passe par là et qui a payé 300 €, mais c'est vraiment rare. C'est super intéressant, c'est-à-dire que donc toi, la fixation de la tarification, tu l'as fait justement pour aller pouvoir rencontrer, on va dire, le panel que toi tu souhaites. Ouais, exactement. Enfin, quand je dis que tu souhaites, Que vraiment. c'est ça que du coup tu aimerais avoir. Et c'est super intéressant parce que ça, c'est une vraie question qu'en général, du coup, les gens se posent. À combien je fixe mon prix? Et en fait, toi, je trouve que tu amènes du coup la chose d'une manière mais totalement différente. Le prix, c'est un message. C'est fou. Ouais. Le prix, c'est un message. Genre, je peux te vendre. Si je te vends cette table 10 000 €, je te donne pas le même message que si je te la vends 10 €. C'est marrant parce que une des premières fois où on a discuté avec toi, c'était au Mastermind Ultra à Dubaï avec Marvin Ndiaye. Et quand on t'a décrit notre business, où nous, alors à côté d'Esprit Entrepreneur, on a une entreprise qui fait de la production vidéo, on fait des contenus au format vertical. La première chose que tu nous as dite, c'est « Ok les gars, là vous voyez, là vous êtes la pute de vos clients. Au minimum, devenez des pornstars. » Tu vois, moi, cette phrase, elle m'a résonné dans ma tête, mais pendant super longtemps. J'ai fini par la comprendre dans sa profondeur, tu vois. Mais je trouve que ça pourrait être super intéressant pour tous ceux qui ont des business de prestation de services. En fait, pourquoi est-ce que quand on est dans un business de prestation de services, on devient à un moment la pute de ses clients? Oui, alors c'est pas que tu deviens la pute de ton client, c'est littéralement tu vends de la prostitution, tu vends ton temps. Une prostituée, elle vend son temps contre un service et elle facture le temps que tu passes à consommer ce service. Simple. Donc, elle n'a pas de mal à convaincre des clients à être tout de suite sur le marché. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de prostituées qui aient du mal à trouver des clients. Je crois que c'est un métier où la demande est supérieure à l'offre. Il y a besoin de marketing. Pas besoin de marketing. Et puis, tu as des prostituées chères, des prostituées pas chères. Tu as des gens qui se valorisent, des gens qui ne se valorisent pas. Quelle est la différence entre une prostituée qui demande 50 € de l'heure et une prostituée qui demande 50 000 € de l'heure? C'est le message qu'elle donne, comment elle se market, etc. Donc, le meilleur moyen de se représenter une société de service, c'est de se représenter le métier d'une prostituée. Et à Pornstar, c'est différent parce qu'en fait, la Pornstar, elle va le faire avec une personne une fois, le service qu'elle vend, mais les gens vont pouvoir fantasmer sur elle, acheter des prestats complémentaires. Et ces prestats complémentaires, si tu vas sur OnlyFans ou je sais pas quoi, tu les tournes une fois et tu les vends à des milliers de clients. Donc en fait, ça a l'air personnalisé, mais en fait, ça ne l'est pas. Et cette capacité à scaler, c'est les boîtes de produits. Donc les boîtes de produits sont des pornstars, les boîtes de services sont des prostituées. C'est plus facile de gagner sa vie en étant prostituée que pornstar. Pour 1000 pornstars, il y en a une qui marche. Voilà. Mais celle qui marche gagne beaucoup plus que toutes les prostituées réunies. Et donc ça donne l'image parfaite de la structure de marché qui est l'arbitrage que tu as entre le service et le produit. Ouais, c'est là que tu viens de décrire en fait les boîtes qui font du service où concrètement tu trouves un client, tu vends ton temps et puis boum, tu es payé, tu gagnes ta vie. Exactement. Versus les mecs qui font des startups qui vont peut-être galérer pendant 3 ans, alors pas avant d'avoir un business model qui est fiable, parce que le principe d'une startup, c'est que tu as trouvé un business model qui est super intéressant, mais qui vont plutôt galérer avant de réussir à avoir une entreprise qui est profitable dans sa globalité. Ouais. Tu vois, et puis surtout que est-ce que c'est le bon business model ou pas, est-ce que c'est les bonnes décisions ou pas, ça prend du temps de savoir que tu as tort. Et du coup, comment est-ce que quel conseil tu pourrais donner à des gens qui sont dans la prestation de service, que ce soit des solopreneurs, des freelances ou alors des gens qui ont monté des agences dans des domaines, pour justement devenir un peu plus une pornstar? Ne surtout pas le faire. Ah ouais? Ouais. D'ailleurs, c'est marrant parce que ça marche dans l'autre sens. Toutes les pornstars ratées deviennent des prostituées chères. De ce point de vue-là, vaut mieux essayer de faire une boîte de service qui rate et ensuite faire de la presta. Par contre, aucune prostituée n'est jamais devenue une pornstar. Parce que c'est trop dur En fait, qu'est-ce qui se passe quand tu es une prostituée qui a un peu de succès? Bah, tu es habitué à un niveau de vie et tu peux pas retomber à zéro pour aller faire une carrière comme ça. Et donc, en fait, ça ne marche pas d'être à mi-temps. Il faut y mettre tout son cœur et toute son énergie. Et donc, en fait, pas le choix. Les boîtes de services veulent toutes faire du produit, mais ce n'est pas la bonne chose à faire. Vaut mieux se poser la question comment devenir plus cher, comment mieux vendre son temps. Mais vendre son temps à mi-temps, c'est extrêmement toxique comme démarche. Donc à ce moment-là, si tu es dans la prestation de service, ta principale problématique, ça va être de, je suppose, réduire tes coûts de production. Ou de monter tes prix. Ou de monter des prix. Ouais. Mais une fois que tu as monté tes prix, le marché, on va dire, il y a un certain équilibre. L'une des boîtes de services les plus successful du monde que je connais s'appelle Sandwich Video. Je vous en ai parlé la dernière fois. Bien sûr. C'est une boîte qui fait qu'une seule chose. Elle fait la vidéo de lancement d'une startup. Ils ont lancé Square, ils ont lancé Twitter, ils ont lancé... Et ils ont une offre très simple. Ils prennent
Par exemple, quand les premières vidéos, c'était 25 000 $ en cash, 25 000 $ en equity. Et ils font rien d'autre. Le client veut faire autre chose, ils disent non. Ils font la vidéo de lancement. Ils sont devenus les meilleurs experts. Je crois qu'aujourd'hui, une sandwich vidéo, ça doit coûter 250 000 $ upfront plus 250 000 $ d'equity. Et ça, c'est 10 ans après. Et entre-temps, ils ont bâti un track record hors du commun. Et eux, ils n'ont jamais essayé de faire un SaaS qui te permet de faire ta vidéo de lancement. Tu vois, C'est pas la même offre, c'est pas le même public. Ouais, exactement. Et tu vois, par exemple, eux, maintenant, tu m'aurais dit il y a 10 ans, 250 000 $ pour une vidéo, plus 250 millions $ d'equity, ce qui est très cher, hein, pour une vidéo de lancement, mais jamais de la vie. Et tu vois, ils ont prouvé qu'à force de segmentation, de spécialisation, etc., ils ont fini par devenir plus chers que tout le monde, quoi. En fait, la manière dont tu switches, je pense que pour un entrepreneur, par exemple, parce qu'il y a un truc aussi dont on avait parlé. Tu switches, soit tu fermes ta boîte, soit tu la vends, mais il n'y a pas d'autre façon de faire. Parce que justement, moi, je voulais te poser la question, c'est quoi ton avis sur le fait, les serial entrepreneurs qui montent un projet, puis un autre, puis un autre, puis un autre, etc. Toi, je sais que tu as plus une philosophie en mode tu vas à fond dans un truc et tu le pousses jusqu'au bout. Toi, c'est quoi ton avis par rapport à ça? Admettons quelqu'un qui a une boîte de services, etc. et qui se dit ouais, maintenant j'ai envie de faire, mon SaaS. Tu vois. De mon expérience, Elon Musk est très rare. Parce qu'il est un peu l'exception. Il a ce côté assez incroyable, Elon Musk, de sembler voyager au-dessus de l'eau. Mais après, si tu regardes, Elon Musk, c'est un mec très focus, en fait, mine de rien. D'abord, dans 100% de ses boîtes, il a des dirigeants extrêmement committed et très forts. Numéro 2 de Tesla, dont tu n'as jamais entendu parler, c'est une star. Numéro 2 de SpaceX, c'est une star. Qui pourrait être numéro 1 si Elon Musk n'était pas là. Et donc, en fait, lui, son seul métier, c'est sa personal brand pour essayer de tirer vers le haut, mais de façon quasi... lui, il opère à une échelle de semi-divinité, quoi, tu vois. C'est un peu, ce stade-là, c'est une limite de la politique, en fait. Mais il est même au-delà de la politique, en fait. C'est les politiques qui partent tous les 5 ans. Hein. Ouais. Lui... Ça fait 15 ans, ouais. Et il était avec Macron, hein, il y a 2 semaines. Même pas, il y a 2 jours. Enfin, Macron... C'est le président, quoi. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que... ce qu'on veut, mais... Non, mais Macron, ce que je veux dire, pour un Elon Musk, ça doit être tout petit dans son échelle de valeur. Il n'y a pas un prince saoudien qui ne veut pas passer du temps avec lui ou machin. Et ces mecs-là, ils ont un argent infini pour les 30 prochaines années. Donc Macron, il va finir son mandat et puis plus personne aux États-Unis se souviendra de qui il est, quoi. Donc c'est un peu différent. Justement, du coup, tu parles un peu de branding. Ouais. Toi, tu es vraiment un super exemple, en tout cas, de branding dans le monde francophone, mais même je pense au-delà. Pour toi, vraiment, c'est quoi l'objectif du... Est-ce que tu peux nous parler justement un peu de branding personnel? J'en pense, en branding personnel, c'est comme dans tout, à 2 extrêmes. Je pense que soit il est très 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 maîtrisé et il est construit avec un plan, comme une marque, etc. Soit à l'inverse, il est très 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 spontané, pas du tout maîtrisé, quoi. Et en fait, tu peux voir dans les célébrités, c'est par exemple la différence entre un Obama et un Trump. Tu vois, Obama, c'est Alec Henry. Tout est... Pour notre ami Alec, calibré, on est d'accord, réfléchi, chaque photo, chaque vidéo, chaque montage. Puis Trump, c'est moi, quoi. Imagine-toi empathiquement ce que c'est de bosser pour Trump. Tu es dans son équipe et 100% du temps où il monte sur scène avec un micro, tu ne sais pas d'avance la dinguerie qui va sortir et qui va bousiller ta journée. Non mais imagine émotionnellement ce que ça veut dire travailler pour un mec comme ça. Tous les jours, tu arrives au bureau, et il peut se passer un truc. Obama, quand il monte sur scène, tout le monde dans son équipe, c'est exactement ce qu'il va dire, à quel moment il va le dire, comment il va le dire, pourquoi il va le dire. Ça a été réfléchi, ça a été machin. Il n'y a pas de bonne stratégie. Hein. Il n'y a que des bonnes personnalités. Hein. Et je pense que c'est là où il faut apprendre à se connaître. Et par contre, par exemple, Marc Andreessen, c'est un Trump, Oussama. Je me mets un peu dans leur case tu vois, je monte un peu sur leurs épaules quand même. Mais bon, c'est vrai qu'il y a des caractéristiques communes. Et Marc Andreessen, c'est un Trump qui a été obligé de faire du Obama pendant quelques années, parce que ça est parti trop loin. Et il a quand même une boîte, Andreessen Horowitz et tout. Et je peux te dire, il est très malheureux. Très, très malheureux. Et ça ne marche pas. Et tu sens que maintenant, il est poussif. Ça a vraiment coupé ses ailes, en fait. Parce qu'en fait, ça vient... Alors, en fait, quand tu es Naval, quand tu es Oprah, quand tu es machin, tu prends d'énormes risques avec ta marque personnelle. Et ces marques personnelles sont des marques de la spontanéité, de la sincérité.
Ce que les gens achètent, c'est l'accès à quelque chose de brut. Ils savent que c'est pas calibré, ils savent que c'est pas... Ouais, t'as un côté où en fait, le meilleur personne que tu peux jouer, en fait, c'est juste toi-même. C'est authentique. Est-ce que tu penses qu'un jour, tu pourras faire un Oussama en IA qui te remplacera, tu vois, qui va répondre à tes Better Call Us à ta place Bah, ou- j'essaye. J'ai raté là. Ça fait 2 fois que je rate. On va voir. Hein. Je vais essayer jusqu'à ce que ça marche. Mais en fait, le truc, c'est que tu as 2 aspects. Tu as l'aspect ça me remplace et il y a l'aspect ça me remplacera jamais. Puisque ce qui m'intéresse moi aussi, c'est de. Cette année, je me suis fait 10 copains. C'était 10 Better Call Us. Je parle de gens que j'ai invités en vacances avec moi, Ouais. de gens qui D'accord. sont venus à Noël avec ma mère. Ah oui. Ouais, Donc, proche, quoi. cette année à Noël avec ma mère, c'est un Better Call Us qui a cuisiné. Et c'est un mec que j'ai rencontré pendant Better Call Us. Et comme j'ai un. Donc si vous êtes cuisinier, voilà, Non, n'hésitez il n'est pas. pas cuisiné. Il a cuisiné avec ma mère. Il n'a pas D'accord. cuisiné. Il a fait le larbin de ma mère. Ma mère a fait un repas. Elle lui a dit tiens, toi, là, viens là, coupe. Elle lui a montré c'est bien comme ça. Il dit ah, c'est pas terrible, mais bon, vas-y, c'est pas grave. Mais ouais, donc ça, c'est vrai que c'est un peu irremplaçable. Mais j'aimerais bien trouver un. En fait, ce qui m'amuserait, c'est de pouvoir faire 15-20 calls par jour. Et de temps en temps, en prendre quelques-uns au hasard, tu vois. Mais bon, c'est dur comme truc, on en est loin. L'IA, en fait, je me chauffe pour faire une vidéo un peu technique sur l'IA, mais il y a plein de choses sur l'IA que les gens ne comprennent pas sur comment ça fonctionne. C'est que les modèles actuels, les modèles transformers, souffrent d'une contrainte technique, c'est que leur complexité est au carré. Au carré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, une IA s'alimente de ce qu'on appelle des tokens de contexte. Donc, pour avoir une info, elle a besoin de tokens. Aujourd'hui, le modèle GPT-4 en version API, c'est 32 000 tokens de contexte. C'est-à-dire que la puissance de calcul nécessaire, c'est 32 000 fois 32 000. Si on voulait augmenter sa puissance, par exemple à 1 million de tokens, 1 million fois 1 million, c'est exponentiellement plus que 32 000 fois 2 000 au carré. Tu vois, le carré. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la fonction au carré, ça fait comme ça. Voilà. Peut-être un petit schéma. Et- Comment C'est genre... Donc, ça, premier problème. Deuxième problème, apparemment, alors ça, j'y connais pas grand-chose, mais ce que les rumeurs disent, c'est que la limite physique du modèle Transformer, c'est 1 million de tokens. Pourquoi? Parce que c'est la taille maximale des data centers actuels alimentés par une centrale nucléaire. Et comme tu ne peux pas mettre 2 centrales nucléaires l'une à l'autre et faire un data center plus grand, avec les processeurs les plus puissants qu'on a, etc., apparemment, on pourrait atteindre 1 million de tokens. Alors, bon, prendre avec des pincettes, parce qu'après, il y a toujours des optimisations hardware, machin. Et peut-être qu'on aura 1 250 000 tokens, peut-être 1 300 000, mais il semble y avoir. Et à 1 million de tokens, on est très, très, très loin d'une AGI. Et en plus, donc ça, c'est le premier problème. Et le deuxième problème de l'IA, c'est que actuellement, le modèle Transformer est un modèle qui ne comprend rien à ce qu'il dit. Ça, je pense que c'est le truc le plus perturbant à expliquer aux gens. C'est que c'est un pur modèle statistique de prévision du prochain mot. Quand l'IA parle, elle ne parle pas en comprenant. Il n'y a pas de moteur de décision. Le seul moteur de décision, moi, que je connais un peu, qui a été puissant, c'est AlphaGo, qui a joué au Go. AlphaGo, c'est il y a 8 ans maintenant. Et il n'y a toujours rien dans le commerce de moteur de décision. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, DeepMind n'a pas révélé le coût électrique de la partie. Mais moi, j'ai été membre du Global Tech Panel avec le fondateur de DeepMind. Et il m'avait laissé entendre qu'on parlait de plusieurs millions de dollars en 3 jours. Et donc, en fait, il y a une limite physique dont personne n'a conscience, qui est l'énergie. D'ailleurs, le vrai changement dans l'intelligence artificielle, ce serait l'émergence de la fusion. Et l'émergence de la fusion, si tu es très, très optimiste, c'est une timeline de 20 ans. Fusion nucléaire. Ouais. Ouais. L'IA a fait ça, et donc on imagine l'exponentielle. Mais en fait, là, à Il va l'horizon... manquer de l'énergie, quoi. Ouais, il va manquer l'énergie. Ouais, c'est on, très va, clair. on va avoir une asymptote. Et cette asymptote, en fait, va redonner de l'oxygène à l'humanité pour s'adapter, pour machin. Alors, un modèle transformer à 1 million de tokens, Qu'est-ce que ça Quand- ferait, ouais. bah, ça fait des trucs dingues. Par exemple, pour donner des ordres de grandeur, la Bible, c'est 64 000 tokens. Si tu veux toute D'accord. la Bible, c'est à peu près 60 000 tokens. Ok. Donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu peux donner en instruction, tu peux donner 16 Bibles en instruction de subtilité de contexte à un modèle qui comprend rien à ce qu'il fait, mais qui quand même peut avoir quand même un contexte impressionnant.
Donc on va voir des dingueries. Tu vois, genre, il y a plein... Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a plein de choses qu'on considère être du talent, de l'intelligence, comme l'écriture, le machin. D'un seul coup, ça va être plus simple. Moi, j'ai un vieux projet depuis longtemps là, que je vais sortir, qui m'amuse trop. Je vous le donne en exclu. J'ai toujours rêvé d'avoir une version urbaine de la Bible, en mode rap. Genre, D'accord. tu vois, Ouais. parce qu'en fait, je ne suis pas religieux, je ne suis pas croyant, je ne suis pas catholique, mais j'ai toujours aimé les histoires de la Bible. Je trouve que c'est en termes de storytelling, de machin, c'est une histoire super profonde, etc. Le message est pas mal, hein, que tu sois religieux ou pas religieux. Moi, je trouve que tu vois, la vie de Jésus, il y a des enseignements assez fabuleux à prendre. Bien sûr. Et en fait, pourquoi réserver ça aux gens de l'Église, etc. Parce que, tu vois, Gutenberg, en imprimant la Bible et en la traduisant, il voulait la diffuser. Et je me suis dit, il y a un truc marrant d'utiliser l'IA pour créer une Bible dans un langage jeune, marrant, urbain, contemporain. Si, c'est une idée que j'ai eue il y a 15 ans. Si j'avais voulu faire cette idée il y a 15 ans, j'aurais dû y passer 10 ans de ma vie, minimum, et encore, en étant... À fond dessus. Tu vois, Ouais, vraiment, à fond, ouais. vraiment, c'est chanteur. Ouais. Quoi. Alors que là, avec un mec pendant 6 mois et une bonne IA, je pense que je vais y arriver. Là, je suis déjà à un quart. Et ça, du coup, tu le revendras en tant que bouquin. Ouais, ça- exactement. Bouquin illustré sur Ouais. Amazon. Et tiens, par rapport à tout ça, tu vois, on parlait justement un peu d'IA, la partie technique du truc. Moi, j'aimerais avoir un peu ton avis sur Apple et l'IA. Apple, là, ils viennent de sortir au moment où on fait cette interview un casque de vision qui s'appelle Vision Pro. En gros, c'est un casque de réalité augmentée. Et dedans, il y a beaucoup de gens qui soupçonnent Apple de bientôt développer une IA qui va s'intégrer à ce truc-là. Est-ce que tu penses qu'il va y avoir vraiment un changement? Je soupçonne, l'IA, elle est déjà Oui, omniprésente dans ce elle cadre. oui, elle est déjà omniprésente, mais c'est vrai que enfin, comme ils ne communiquent pas dessus, Et ça, c'est le talent d'Apple. C'est qu'Apple, il ne parle jamais des outils, toujours du résultat. Donc l'IA est invisible, parce que l'IA, c'est un outil, c'est pas un résultat. En fait, l'IA a ses goûts dans Apple. Par exemple, dans l'iPhone, le tri des photos automatiques qui est hors du commun, avec les contextes, etc. C'est une IA de malade. C'est une sorte de, mine de rien, photo dans iPhone, c'est ChatGPT de la photo. Moi, à chaque fois que je cherche une photo, un machin, je la retrouve tout le temps. Mais il y a le mot IA ou intelligence Jamais. nulle part, en fait. Et ça, ils ont raison d'ailleurs, c'est la puissance de la philosophie Apple. Donc, ouais, moi, alors, Vision Pro, c'est un sujet que je connais bien parce que je suis actionnaire du plus gros concurrent de Vision Pro dans le monde, qui est une boîte qui est secrète, qui n'a pas encore sorti son casque, qui attendait de voir Apple pour se positionner. Et c'est trop fou de voir Apple valider un nombre incroyable d'idées qu'on a depuis 5 ans, 6 ans, quoi. Ça, c'est cool. L'exécution très Apple. Alors bon, moi je fais partie de l'école qui pense qu'il y a un peu moins de magie depuis que Steve Jobs n'est pas là. C'est très propre, ça manque un peu de De ce qu'on parlait tout à l'heure, quoi. de magie, ouais. mais ça fait le job. C'est vraiment incroyable. Il y a un côté, ils ont tout compris à l'immersion. La techno qui, je pense, est la plus impressionnante de la démo, mais de très 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 loin, parce que les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est impressionnant, c'est le son 3D. C'est passé un peu inaperçu, mais c'est nous, notre plus gros problème sur le casque de réalité virtuelle qu'on développe depuis des années, c'est le son spatial. Parce qu'en fait, le son spatial, c'est plus qu'essentiel. Imagine que tu as un Zoom avec 20 personnes. Le son, il est aplati. Donc, s'il y a 20 personnes qui parlent en même temps, c'est la cacophonie. Maintenant, imagine, on est dans la pièce, toi, tu es là-bas et tu parles là, et nous, on parle là. Et ben, les deux conversations peuvent avoir lieu en même temps, dans le même environnement sonore avec ce casque. Parce que, en fait, le son va être mis de là-bas. Et leur système, c'est un système d'envoi de la moitié des sons dans la boîte crânienne, dans l'os, et l'autre derrière. Et c'est comme ça qu'ils créent la profondeur. Ouais. Et j'ai été voir le brevet, j'étais curieux. J'étais voir tous les brevets sur le sujet. Sur ce point-là, ils ont vraiment une avance de folie. Et c'est marrant parce que ça montre comment Apple réfléchit. C'est que Apple, il vraiment get the details right. Tu vois, et ce qui est marrant, c'est que pour le profane, c'est très compliqué à expliquer tout ça parce que c'est pas spectaculaire. Mais en fait,
quand tu l'utilises par rapport à un casque que tu as Oculus. Alors, moi, j'ai jamais compris Mark Zuckerberg sur la VR. Vraiment, il est super smart, ce mec. Il est impressionnant. Mais il y a un truc trop bizarre sur son approche stratégique de la VR. J'ai écrit un texte, un mémo secret que je publierai un jour sur ce que je pensais de Zuckerberg et de son analyse. Et quand j'ai vu le Vision Pro, et en fait, grosso modo, le Vision Pro, ils sont d'accord que Zuckerberg a tout faux. Il a tout faux sur le prix, il a tout faux sur la cible, il a tout faux sur le go-to-market, il a tout faux. Alors, Zuckerberg a écrit un long mémo là à toute son équipe pour répondre au Vision Pro. Et le mémo, il est hallucinant parce que il est stubborn. Genre, il ne veut pas voir que Apple, avec sa stratégie, a des chances de gagner. Donc, soit Zuckerberg a raison contre Apple et nous, soit on a raison contre Zuckerberg. La bonne nouvelle dans ça, c'est qu'il est fort probable que Zuckerberg rachète cette boîte le jour où il va se réveiller et se dire « Putain, c'est Apple qui avait raison ». Parce qu'en fait, sur les 17 technologies fondamentales présentées dans ce truc, on en a 6 qui sont du même niveau qu'Apple. Donc aujourd'hui, je pense que c'est la meilleure boîte sur le sujet dans le monde. Ils ont commencé des démos secrètes de leur casque, les gens sont hallucinés. Qu'une boîte avec 6 personnes ait réussi à faire ce qu'Apple. Apparemment, les rumeurs, c'est que le capital cost du développement du Vision Pro, c'est 20 milliards. 20 milliards, ça a l'air d'être... Moi, je l'avais évalué à 5-10. 20, c'est possible. Et notamment parce qu'ils ont annoncé quand est-ce qu'ils avaient commencé. J'ai un peu sous-évalué le temps de développement parce qu'ils ont commencé il y a 8 ans. Et moi, je pensais qu'ils avaient commencé il y a 5 ans. Donc, en fait, 10 milliards de plus, ça me semble crédible vu l'époque où ils ont commencé. Et ils sont en full production industrielle immédiate. Donc, c'est un gros pari pour eux. Alors, pour donner un peu des façons de raisonner, Apple, c'est une boîte qui vaut 1500 milliards, je crois, quelque chose comme ça en ce moment. 20 milliards pour eux, c'est 0,5% de leur market cap. Bon. Malgré tout, ils ont donc un problème, c'est que pour justifier leur capital cost, donc aujourd'hui, Apple, ils ont un rendement sur capital d'à peu près 15%. Donc 20 milliards fois 15%, ça fait 3,5 milliards. Donc ils ont besoin, c'est ça, 3 milliards plutôt 3 milliards. Ouais, 3 milliards. Ils ont besoin de faire 3 milliards de chiffre d'affaires avec ce Vision Pro. Donc 3 milliards divisé par 3499 fois 2 parce qu'ils doivent avoir 50% de marge. Ils doivent avoir 1 800 000 unités vendues. Ce qui va se faire... C'est quand même assez conséquent. Assez facilement. Franchement, c'est quand même... moi, je trouve ça vraiment conséquent. Bah, ça dépend. Sur un marché américain de 400 millions de personnes... Ce que je sais de mon expérience, c'est que ce genre de truc, on en vend 10 000 ou on en vend 10 millions. Mais Apple qui foire le lancement de ça, c'est pas impossible. Je dis pas que ça va arriver, hein. Je dis juste qu'à l'heure actuelle, avec les infos qu'on a, on est à 50-50 la cote. D'accord. Elle n'est pas... Donc faites votre pari maintenant. En année 1, vendre 2 millions d'un nouveau produit, etc., faut quand même y aller, même si tu es Apple. Parce que c'est un produit à 3499. Hein. Prenons un chiffre équivalent. C'est combien Apple vend de MacBook Pro par an aux US. Parce que c'est le même prix qu'un MacBook Pro. Ouais. Donc en gros, ils en vendent 6 millions. Ouais, mais là on parle quand même d'un produit qui est quand même le MacBook. C'est un ordinateur. Qui est quand même un ordinateur. Tout le monde sait ce que c'est, un tout le monde produit sait utiliser totalement l'ordinateur. actuel, sachant qu'il y a eu je sais pas combien de versions avant. Et qu'aujourd'hui, tout le monde voit que tout le monde en a déjà. Ouais, bon. Après, la vraie question, c'est aussi de savoir, ils en vendent 6 millions, et là, pour rentabiliser leur truc et continuer à le vendre, il faut qu'ils en vendent 1,5 million de casques. Ouais, 2 millions, je crois. Ouais, on arrondit à 2 millions, allez. Tu vois, Bon, fait... j'avoue que c'est chaud. Pour un truc qui est nouveau, que les gens n'ont pas l'habitude de porter et tout, est-ce qu'ils vont vraiment y arriver la première année, tu vois? Ils ont des bols, ça. Ils peuvent faire le choix d'être à perte la première année. Hein. Là, c'est un raisonnement, toutes choses égales par ailleurs. Mais c'est juste pour montrer... Parce qu'en fait, souvent les gens ne comprennent rien à comment fonctionne une boîte comme ça. C'est qu'une boîte comme ça, quand elle décide de faire quelque chose, elle doit allouer son capital, elle doit allouer son temps, elle alloue des ressources. Et donc, ça veut dire qu'un jour, Tim Cook, dans un bureau, il a fait une réunion où il a décidé avec ses gars que la probabilité qu'ils en vendent significativement autant que des ordinateurs, donc un tiers du marché des ordinateurs, c'était une possibilité. C'est pour ça aussi que le positionnement du truc se positionne comme un machin qui va
améliorer ton ordinateur. Ouais. Tu vois, tu sais, Tu as tout compris à la thèse. Tu vois, C'est pour ça qu'ils visent les entreprises. Bah ouais, je pense, et c'est pour ça que c'est aussi cher aussi, tu vois, c'est qu'ils peuvent se permettre Exactement. de viser, parce qu'en soi, le casque de VR, etc., quand tu vois l'échec de Meta pour la partie vraiment univers, où le mec il est dans son monde, etc., tu as un côté où là, ce produit, tu vas arriver avec un nouveau truc qui en fait juste augmente ta réalité, tu as ton clavier, tu as tes 3 écrans, bah, ça fait que tu peux, toi en plus qui bouge tout le temps, dans ton avion, tu peux avoir le même setup que chez toi. Ah ouais, mais moi je suis trop excité. Ah ouais, moi aussi j'ai trop envie de l'avoir. Bon. Et moi, je voulais parler d'un dernier sujet, entre guillemets, sauf si on a encore après. Ouais, c'est l'annonce du coup que tu as fait il y a peut-être ces derniers mois, etc. Du coup, d'un nouveau mastermind que tu vas sortir avec Alec, c'est ça? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Alors pourquoi je t'en parle? C'est tout simplement parce que quand j'avais vu ta publication sur LinkedIn, j'ai rêvé sur les photos que tu as dû faire avec Midjourney. Mais du coup, ouais, ça suscite la fascination, la curiosité. Parce que du coup, des fois, il t'arrive, toi, en tant que du coup, personne, de faire des masterminds d'autres personnes. Pourquoi à un moment, du coup, tu t'es dit que c'est bon, ça y est, tu lances le tien? Enfin, l'un n'empêche pas l'autre. Hein. Non, mais bien sûr. Non, mais totalement, c'est pas l'un ou l'autre, mais c'est les deux. Mais ouais, c'est quoi ton raisonnement à un moment par rapport à ça? Moi, j'avais trois envies. La première, c'est que j'avais envie de construire un groupe de gens qui ont un peu d'argent avec qui je peux être pote. Ça, c'est un des gros problèmes quand tu réussis un peu, c'est de trouver des gens qui sont un peu de ton niveau, etc. Et c'est vrai que moi, la plupart des masterminds où j'ai été, notamment le mastermind Ultra, on s'est rencontrés. Il y a des gens formidables, mais c'est pas des gens qui ont les mêmes problématiques que moi. Souvent, les gens qui ont de l'argent, ils ont des boîtes traditionnelles, ils font de l'argent dans l'immobilier. Il y a quand même beaucoup d'immobilier dans l'Ultra. Ouais, des endroits où il y a de l'argent en fait. En effet, les... Et moi, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe si on fait un mastermind qui est que de gens qui sont dans le numérique, dans les startups, etc., qui ont moins l'habitude du format mastermind. La deuxième chose, c'est que j'ai toujours rêvé de créer mon école et de créer un truc, parce qu'en fait, c'est un mastermind qui est un peu différent des autres masterminds, puisqu'il y a 2 sessions physiques par an, mais il y a pratiquement une session hebdomadaire. D'accord. Super original. Et donc, il y a une session hebdomadaire en ligne avec un expert. Ça va démarrer en septembre et ça va être un rythme incroyable parce que ça va être vraiment l'école de mes rêves, en fait. Un truc où tu apprends des choses, en fait. Plein de domaines. Et qu'est-ce qu'on apprend dans l'école des rêves de Oussama Ammar? En fait, on apprend les modèles mentaux. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment, dans un domaine donné, les gens réfléchissent. C'est quoi le modèle mental de la comptabilité? C'est quoi les grands concepts de comptabilité? C'est quoi les grands concepts de physique? C'est quoi les grands concepts de biologie? C'est quoi les grands concepts de maths? Tous ces trucs qui sont tellement structurants mentalement que tu peux les utiliser dans plein d'autres domaines. Et ma théorie, c'est que si une fois tu arrives à vraiment faire le parcours formel, sérieux, de connaître rigoureusement plein de modèles mentaux, dans 2 ans, tu réfléchis plus du tout de la même façon. C'est un peu comme une IA qui a plus de tokens de contexte. Ouais, sauf que là, tu l'appliques à ton humain, quoi. Voilà, exactement. Okay. Et parce qu'en fait, il y a aussi une question, c'est quel va être le point commun entre tous les participants si c'est pas des... Oui, non, ça on a compris, mais genre si... C'est le seul point commun. Ouais, non, mais parce que justement, tu disais, toi, ce qui t'intéresse, c'est un certain type de manière de construire sa richesse. Et c'est vrai que dans l'Ultra, tu as beaucoup de gens qui sont dans l'immobilier, qui sont avec serial entrepreneurs en mode avec plein d'entreprises, etc. Et là, tu dis que tu ne veux pas toucher ce type de personnes-là. Non. Du coup, quel type de personnes tu veux toucher? Tous les autres qui sont tous ces gens qui ont en général un seul business, hyper successful, et qui a été construit parce qu'ils avaient un domaine d'expertise hors du commun. Pas parce qu'ils étaient des bons en business, mais parce qu'ils ont, tu vois, il y a une nana, elle a fait un média qui a été vendu 400 millions d'euros, elle avait la newsletter la plus lue de France. Il y a un mec, il a un hedge fund qu'il a vendu à JP Morgan pour 600 millions d'euros et il l'a construit dans un village en Russie, en Sibérie. C'est des gens qui brillent par leur niveau intellectuel. Donc c'est vraiment, il y a eu un immense focus sur l'intellect des gens et la sélection intellectuelle des gens. Okay. Parce que de toute façon, pour supporter une session par semaine, pour apprendre des modèles moto originaux et payer 30 000 euros pour ça, faut quand même avoir une certaine curiosité intellectuelle, tu vois. Mais à ce niveau-là, parce que tu vas quand même demander à des gens qui sont a priori plutôt pas mal occupés de se libérer suffisamment de temps chaque semaine. Ils viennent pas, c'est pas grave. En fait, il n'y aura jamais 100% d'attending toutes les semaines, à part moi, je pense. Mais moi, je pense que je vais avoir un 100% d'attending, en fait. Je le construis pour moi et après, tu vois,
les gens font une variation de moi, quoi. Tu as reçu combien de candidatures? Pas beaucoup, on a dû recevoir une centaine de candidatures, quelque chose comme ça, 150. Et on en a sélectionné que 22. Et du coup, tu prévois de faire grandir ce groupe? Tu préfères Petit le à petit, laisser petit à petit, tranquillement. On va faire une première session, on va voir comment ça se passe, physique, tu vois. On va faire des jolies images, on va expliquer, on va lancer les trucs en ligne. Puis... Après, c'est un outil business plus qu'un business. Hein. Ça ne rapporte pas beaucoup d'argent. C'est toujours la même chose. Les gens ils disent 30 personnes qui payent. Fois X machin, ça fait 900 000 euros. Ouais. Mais en fait, c'est du petit argent. Surtout, comme tu nous as dit au début, la première phrase que tu as dit du coup, quand tu as posé la question, c'est, en tout cas ton aimant de réponse, en tout cas, ça a été, c'est vraiment beaucoup pour faire des potes. De toute façon, vu les hôtels qu'on réserve, les chefs qu'on book, etc., en fait, le prix du ticket va partir très vite. Ouais, mais par la fenêtre. J'ai envie de te dire un truc comme ça, limite tu t'en fous que mais ça rapporte pas d'argent, c'est pas le but. C'est genre, toi, ce qui te fait kiffer, c'est juste d'être avec des gens qui pensent comme toi, qui ont la même ambition que toi, la même Ouais, mentalité. alors pour le coup, y a pas ce qui est assez marrant, c'est que c'est pas des gens qui pensent comme moi. Même mentalité, oui. Mais là, autour de la table, il n'y a que des gens qui autrement se seraient tapés sur la table. C'est ça, c'est marrant. Ah ouais? Ouais. Autrement, ce serait tapé la table, genre se serait fait concurrence. Bah, il y a des gens qui s'aiment pas là dans le groupe. Ah ouais? Ouais, dont le seul lien est moi. Ok. Et des gens vraiment qui se détestent. Et quand je leur ai dit que machin était nain, ah ouais, mais non, mais moi, ce mec et tout. Et en fait, comme ils ont peur de moi, je sais c'est un peu comme Dubaï. C'est comme à Dubaï, tu as peur de la police, bah, tu te comportes bien, même quand tu es avec ton pire ennemi à table. Et là, je sens que ces gens-là vont se fréquenter. Et alors, j'aurais garanti que... C'est Papa Oussama, quoi. J'aurais garanti que leur nom ne serait jamais publié, que personne ne sait qui se seront fréquentés. Il y a des garanties de confidentialité vraiment énormes sur la participation. Ce qui fait qu'en fait, d'un seul coup, ils se disent « Ah ouais, mais c'est vrai que ça doit être intéressant de le voir. » Parce que souvent, ces haines et ces trucs, c'est aussi des postures. Parce qu'en fait, il y a machin qui a dit un truc, tu n'as pas le droit d'être d'accord avec. Peut-être que sincèrement, tu n'es pas d'accord avec ça. Mais tu reconnais que par ailleurs, il est très intelligent et il dit plein de trucs intéressants. Mais tu vois, je pourrais avoir Andrew Tate dans le mastermind. Tu vois. Je sais pas, Dieu sait que je l'aime pas. Mais s'il me demandait un ticket, je lui filerais. Parce que, quoi que j'en dise, quoi que j'en pense, à titre émotionnel et personnel et philosophique et moral, je trouve qu'intellectuellement, il est au-dessus du lot. Et je ne sais pas pourquoi l'époque veut qu'on cancel intellectuellement les gens sous prétexte qu'à un moment, ils ont un système de valeurs qui n'est pas le nôtre. Alors, j'espère pour lui que tout ce qu'on raconte sur lui et les femmes, c'est faux, mais ça, c'est pas, je ne suis pas un juge, moi, je ne suis pas là pour... Et puis on peut avoir des éléments de contexte, donc on n'a pas tous les tenants aboutissants. Donc voilà, exactement. Donc c'est pas nous de juger. C'est pas ici, mon problème. Ouais, moi, je suis souvent jugé, je connais l'histoire. Hein, donc les gens, ils en savent rien. C'est comme chaque fois que quelqu'un me dit que je suis un escroc, moi, ça me fait toujours rire. Je me dis, mais qui j'ai escroqué en fait, tu vois. Alors malheureusement, c'était ma petite question d'après, mais tu sais quoi, on peut dire. Donc nous, du coup, avec Clément, on est assez jeunes, hein, on a 22 ans, donc tu vois, on est dans des entourages pour l'instant, effectivement aussi avec des jeunes, des étudiants, des jeunes actifs, etc. La question vraiment qui revient mais tout le temps, c'est Oussama, en vrai, c'est vrai ou pas? C'est vrai ce que tu racontes, Oussama? Mais est-ce que tu es un arnaqueur, Oussama? Mais arnaquer quoi en fait? Parce que je vends rien moi aux gens. Parce que les arnaqueurs, ça prend ta carte crédit, ça te vend des fausses montres. Ça... Les gens, ils se demandent en fait, est-ce que les histoires, elles sont inventées ou pas? Ah ouais, voilà. Alors là, le Yakuza... Le Yakuza. Vous vous rendez compte que le Yakuza, qui est donc l'histoire qui a le plus... marqué les gens, c'est la seule histoire que j'ai pas racontée. Ah bon? Parce que j'ai vu passer un short où tu racontais l'histoire du Yakuza, mais vraiment en minuscule, tu vois. Non. Qu'est-ce que je dis dans le short? Il me semble que tu dis un truc du genre que tu avais bouffé avec le chef des Yakuza et c'est tout, tu vois. Oui, c'est vrai que tu as juste dit ça, en effet. Qu'est-ce que je dis dans le short, ce qui a été coupé avant C'est dans l'interview de Théo Lyon, je vous invite à aller voir. Théo me dit, on m'a raconté une histoire sur toi. Parce qu'en fait, cette histoire de Yakuza, elle a 2 témoins très célèbres. Ils sont 2 entrepreneurs parisiens qui sont terrorisés à l'idée que je donne leur nom sur ce sujet-là et qui finissent sous un bus parce qu'ils...
tout le monde saurait qu'il fréquente le méchant Oussama Ammar en vacances. Mais dans cette interview de Théo Lyon, Théo dit, je sais pas quoi, et je lui dis, tu sais, moi, on n'arrête pas de dire je raconte des histoires. Je passe mon temps à diviser toutes mes histoires par 10. Par exemple, il y a des histoires qui me sont arrivées et que jamais je raconterai. J'ai notamment joué avec un chef Yakuza, d'ailleurs, je précise bien, un chef Yakuza, je n'ai pas dit que tout le monde prend la photo du big boss des Yakuza, genre... Ouais, exactement, voilà, c'est... Non, j'ai joué au poker avec un chef Yakuza, et que l'histoire est tellement dingue sur la façon dont ça m'est arrivé, que jamais de la vie je raconterai ça en public, parce que tout le monde va me prendre pour un mytho. J'ai vu le bon instinct. Hein. Les gens ont juste coupé ça. Il y a un abruti qui a fait une vidéo sur TikTok en disant les Japonais, ils n'aiment pas les étrangers, blablabla, c'est pas possible. Le mec n'était pas dans la pièce. Si les gens sont un peu Sherlock Holmes, ils peuvent trouver un livre sur le Japon qui m'a été dédié. Il y a une dédicace dans ce livre, qui est un livre assez vendu de touristes au Japon. Et la dédicace, c'est une référence à cette histoire. Donc si vraiment les gens veulent faire leur Sherlock, ils pourront trouver. Mais en fait, je sais que ça peut paraître dingue, etc. C'est que quand les gens pensent que j'invente mes histoires, il y a quelque chose qui est factuel. C'est que je ne vais jamais donner au moindre fait l'opportunité de tuer une bonne histoire. Par exemple, Tiens, je vais vous faire l'exercice. Il m'est arrivé un truc très choquant au Festival du film d'Annecy. C'est qu'au Festival du film d'Annecy, pas mal de gens sont venus me parler. Et à un moment, il y a une nana qui est venue me parler. Et elle m'a dit « Ah, monsieur Ammar, je suis fan de votre travail. Vraiment, c'est incroyable. Qu'est-ce que vous faites à Annecy et tout ?» Je produis mon premier film d'animation et puis je suis venu rencontrer les gens, un peu prendre l'ambiance, etc. Parce que je pense que l'année prochaine, je vais présenter un work in progress et l'année d'après, je vais sortir le film pour le Festival d'Annecy. Ah, c'est incroyable. Et donc, vous travaillez quel studio? Ah bah non, j'ai décidé de créer mon propre studio parce que je veux faire les choses un peu différentes. Ah, mais c'est sûr, vous êtes tellement disruptif, monsieur Ammar, c'est vraiment incroyable. Qu'est-ce que ce studio va avoir de différent? Bah, en fait, j'ai reconstruit le pipe d'animation autour de l'IA. Donc tout va être l'IA. Et au moment où je dis ça, la meuf, elle me fait « IA ?» Je dis « Ouais, IA. » Et là, elle s'arrête, elle se tourne, elle se barre sans dire au revoir. Et cette histoire, incroyable. Tous les détails que je vous ai donnés, la meuf qui fait ça avec ses cheveux, etc. Bah, tout est vrai. Il y a juste un truc qui n'est pas vrai, c'est que cette meuf, elle n'était pas seule, elle était avec 3 personnes. Et les 3 se sont barrés. Et en fait, si je raconte qu'il y a 3 personnes qui sont venues me voir, dont une meuf qui était plutôt mignonne au milieu, ça rend le truc trop compliqué. Ouais. Donc quand je vais le raconter, je vais isoler dans l'histoire quelque chose qui permet de connecter émotionnellement. Et puis tout le monde la voit, tout le monde se représente la groupie, tu vois, qui est un peu moitié admiratrice, moitié charmée, moitié michto, moitié machin. C'est des images caricaturales qu'on a tous en tête. Si je commence à dire, alors il y avait un étudiant, machin, et puis il y avait un prof, et qu'en fait le groupe, déjà en plus les gens se disent, mais qui c'est qui est en groupe, se barre comme ça et tout. Et en fait, ça complexifie le truc. Donc des fois dans une histoire, il faut prendre la quintessence. Donc en tant que storyteller, il m'arrive de prendre la quintessence. Et je peux te dire un truc que tous les storytellers savent, tous les gens qui ont travaillé dans le storytelling savent. La vérité, c'est que dans la vie, pour raconter une bonne histoire, il faut souvent réduire la réalité plutôt que l'augmenter. Quand les gens disent il exagère ses histoires et s'invente une vie, les gens n'imaginent pas la vie que j'ai. Ça fait des années que ma vie, elle est invraisemblable, extraordinaire, et qu'en fait, je sens bien qu'elle est tellement dingue pour des raisons simples. Je voyage seul, je parle à des inconnus. Tu l'as aussi choisi ta vie, je veux dire, un moment. Peu importe pourquoi, mais je vois bien le décalage. Et je vois bien que ce décalage, il est incapable à rattraper. De la même façon que quand tu vas au fin fond d'un village et que tu parles de vision pro avec un mec à Annecy, là, par exemple. Les taxis, ils ont un système radio-taxi où ils sont sur le téléphone toute la journée à se parler tous ensemble, sur une sorte de conf call. On en parle les mecs sont au courant qu'Internet existe. Mais t'imagines, on est en 2023 et là, il y a un groupe d'irréductibles taxis qui passe sa journée à se... Mais c'est horrible à vivre en plus comme système. En plus, t'es client dans un taxi, t'entends les mecs qui se font insulter.
Oui, alors je voudrais un taxi à telle adresse. Ouais, quelle adresse, madame? Oui, madame, je ne sais pas. Bah, vous avez qu'à savoir l'adresse, rappelez. Et les gars, une app, un système, un machin, Et tu vois, eux, si tu leur racontes, imagine que tu les rencontres et Uber existe, mais il ne s'est pas encore venu, ça n'existe pas. C'est juste une app lancée en Californie, tu leur racontes, ils vont te dire, mais t'es un mytho. Parce que c'est tellement en dehors de leur réalité. C'est pour ça que souvent en storyteller, il y a cette phrase qui est un vrai dicton, qui est que la réalité dépasse toujours la fiction. Il faut avoir une vie extrêmement pauvre pour savoir que la fiction, c'est quelque chose... En fait, quand tu es scénariste, etc., souvent, là, je suis en train d'écrire mes premiers scénarios, et c'est assez marrant comme exercice, parce que tu prends de la matière, tu prends des éléments, des anecdotes que les gens te racontent, des témoignages, etc. Et dans les réunions de Writer Room, 80% de la discussion, c'est pas qu'est-ce qu'on rajoute, c'est qu'est-ce qu'on enlève. Ah, c'est fou parce que, tout le monde en fait a l'impression, enfin tout le monde. Ouais, tu passes ton temps à te dire, mais attends, là, c'est pas crédible. Ce scepticisme que les gens ont pour l'extraordinaire les amène à toujours être surpris par la vie. Et c'est vrai que quand tu réfléchis 2 minutes, imagine un film sur une pandémie mondiale qui envoie tout le monde à la maison pendant 2 ans. T'arrives à y croire? Je te pitch le Covid 1 mois avant que ça arrive. Tu me prends pour qui? Mais ouais, et ça c'est marrant parce qu'il y a un côté où en fait les gens, je sais pas, mais il y a quand même une certaine prise de conscience à avoir sur le fait que le monde de toute manière il est incroyablement bordélique avec plusieurs problèmes, plusieurs solutions et des fois il n'y en a pas et que de toute manière pour y arriver tu peux mettre 1 seconde comme des années. Bien sûr. Et j'ai l'impression que les gens en fait n'ont pas cette vision-là. Je ne sais pas si c'est de par une habitude ou alors si c'est de par leur vie qui sont construits ou des choses comme ça, mais il y a un côté où on a tendance à vouloir tout normaliser, où les gens sont à la recherche de solutions qui sont forcément simples et élégantes, tu vois. Mais ça, à part pour définir certaines équations de physique fondamentales, ça marche pas trop, tu vois. C'est la plupart du temps, c'est un bordel monstre et c'est tout en fait. La réalité est assez chaotique, ouais. Et une petite question du coup, la fin de l'histoire des Yakuza alors, qu'est-ce qui a été simplifié? Non mais cette histoire, je la raconterai jamais. le jour où je raconte cette histoire, je pense que vraiment là, il y a des TikTok pendant des... Là, c'est des années que ça va durer. Les gens vont se foutre de ma gueule. Ah ouais, parce que la fin est comique. Non mais c'est pas que la fin est comique, c'est que tout dans cette histoire... un épisode de Serge de Mito avec cette histoire, tu te dis, ils ont été trop loin, là... Même Serge de Mito, il ne pourrait pas raconter ça en restant sérieux, quoi. Ok. Vraiment, elle est invraisemblable. Tellement c'est invraisemblable. Ouais. Okay. Et en fait, elle repose en fait sur le fait que dans la vie, les experts limitent beaucoup leur champ du possible parce qu'ils estiment que ce qui n'a jamais eu lieu n'aura jamais lieu. Donc en fait, quand le mec sur TikTok il dit les Japonais sont connus pour pas aimer les étrangers, la vraie question que ce type devrait se poser, mais il en est incapable, parce que c'est un abruti de TikToker français, c'est qu'est-ce qui amènerait un Japonais très traditionnel de me trouver sympathique? C'est quoi la clé et c'est quoi l'élément différent, perturbateur, complètement out of the blue, qui pourrait rendre ça possible en fait? Et ça, c'est une question beaucoup plus intéressante. En plus, là, on peut laisser les gens imaginer comment eux, ils aborderaient quelqu'un. Et je vous garantis qu'un jour, plus tard, dans des années, quand tout ça sera passé, etc., je raconterai comment j'ai abordé ce mec et comment j'ai chopé son cœur. Et les gens seront très, 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 très surpris par la folie du propos. Moi, en tout cas, vraiment, dans l'entourage, en tout cas, tu vois, de beaucoup de gens qui me parlent, il y a beaucoup de gens qui te jalousent, mais il y a aussi beaucoup de gens qui t'envient, du coup, Et là, quand tu nous expliques en fait toutes tes histoires, en fait, on se dit, il a vraiment une vie, mais qui est extraordinaire. Et moi, du coup, la question que je vais te poser, c'est qu'est-ce que tu fais au quotidien pour réussir, du coup, à avoir cette vie qui est extraordinaire, en fait? Je dis rarement non. Ah ouais? Ouais. En fait, c'est tout con. Vous l'avez vu le film Yes Man avec Jim Carrey? Non. Alors, vous devez regarder ce film, c'est un chef-d'œuvre. C'est un mec qui va à un séminaire de motivation avec un gourou et tout. Et le séminaire s'appelle Yes Man. Ok. Et tout le monde, le principe, c'est qu'ils ont interdiction de dire non. Et Jim Carrey, il est un peu con et il le prend vraiment à la lettre.
Et donc, il commence à vivre sa vie alors qu'il dit tout le temps Ah, non. mais si, ouais, si, bien sûr. Il je commence à connais dire ce oui film. à tout. Ah, oui. Il dit oui au crédit des gens, il dit oui, il y a une fille, machin. Et il a interdiction de dire non. C'est incroyable ce film. Ouais, non, si, Et c'est ben bon, je vois. moi, je suis un yes man. Ok. Je dis rarement non. En fait, la vérité, c'est que je dis beaucoup non, mais je pense que j'ai bien exercé mon jugement au point où j'ai un bon instinct de quand dire oui, on va dire. Mais c'est-à-dire que je fonde pas mon jugement sur les critères classiques de ce qui ferait que quelqu'un dira oui. Par exemple, moi, il y a tout le temps des gens qui m'invitent dans des trucs un peu snob, un peu guindés, etc. Je dis toujours non. Parce qu'en fait, ces soirées-là, tu en as fait une, tu les as toutes faites. Par contre, on me propose quelque chose que j'ai jamais fait. Je suis méga intrigué. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai rencontré une fille que j'ai adorée et elle me dit, sa famille a fait du vin, machin, je sais pas quoi. Et elle me dit, ouais, t'as déjà vu la fabrication du vin, les tonneaux, les machins. En fait, non, mais j'aurais pu faire des visites. C'est pas la même chose quand t'as la fille du proprio, tu vois. Ouais. Et donc là, je vais dire oui. Parce que je sais que ça va être différent. On va passer 4 jours en Bourgogne, on va boire du bon pinard, on va se balader, on va faire des trucs. Et t'es dans un cadre. Et donc, c'était pas prévu, mais j'ai annulé tout dans mon agenda. Et je pars demain, 4 jours en Bourgogne. Tu vois. D'accord. Et je l'ai rencontré à une conférence samedi dernier. Donc si je peux résumer, entre guillemets, c'est vraiment, il y a un moment, c'est saisir mais une opportunité. C'est d'avoir un bon jugement sur la spontanéité. Et le bon jugement sur la spontanéité, il vient aussi quand tu fais beaucoup d'erreurs. La clé, c'est vraiment de faire des erreurs. Parce qu'en fait, le jugement, c'est un muscle. Et ce muscle, il vient du fait que tu fais beaucoup de conneries. Moi, dans ma jeunesse, je me suis mis dans des galères pas possibles à avoir un mauvais jugement sur à qui dire oui. Mais à force, avec le temps. Ça t'a mené dans des situations. De galérien, ouais. Genre, putain, je pense que les gens qui m'ont connu dans la tranche 20-25 ans et qui ont arrêté de me fréquenter, comme la majorité des gens que j'ai rencontrés dans cette tranche-là, je pense que pour eux, je suis Oussama plan foireux. À chaque fois, j'avais des idées improbables, mais en fait, il n'y a rien qui allait parce que je n'avais pas le bon jugement. Quand j'avais 17 ans, j'ai amené mon meilleur pote en Angleterre et je me suis trompé dans un résa d'hôtel. Et je lui dis, t'inquiète, on va gérer, on va dormir dans la rue et tout, machin. Et ça a été 3 jours de plan foireux. Et mec, je pense que cette histoire, elle est traumatisée. Il doit se dire, mais ce mec, c'est un débile, tu vois. Mais j'étais le yes man, mais pas avec le bon jugement. On a rencontré des gens qui nous ont proposé dans les soirées, mais maintenant, ces mêmes gens, je les verrai. Tu vois, un peu comme dans Sherlock, j'ai des alertes sur leur personnalité. Je sens beaucoup plus que je sens. Alors c'est pas que je dis, ouais, ok. Tu te fies beaucoup à ton intuition. Et après, ah non, moi, je ne me fuis qu'à mon intuition. Et je l'entraîne de façon rationnelle. C'est-à-dire qu'une fois que mon intuition a pris une décision. Tu fais avec le cerveau, en fait. J'essaie de faire le moins possible avec le cerveau. Ouais. Mais quand je prends une décision, j'essaie rétrospectivement de réfléchir à pourquoi j'ai pris cette décision. Voilà. Superbe. Bon. Eh bien, merci à tous d'avoir regardé cet épisode. On espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, Instagram ou TikTok, ou encore à laisser un like ou un commentaire. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle édition d'Esprit Entrepreneur.